cette activité sera chronogrammée de la manière suivante. Premièrement, nous inviterons le coordonnateur national de notre mouvement citoyen Les Congolais Debout, M. Salvambele Kaloubi, pour le mot de circonstance. Et au second, nous accorderons la parole au chargé des communications et porte-parole national, M. Dielelo, pour la lecture de la déclaration. Et il y aura par la suite le jeu d'échange de questions-réponses entre l'assistance et les membres de la coordination sur la déclaration qui nous sera lue. Et par après, la journée sera clôturée par le mot de clôture qui sera prononcé par le coordonnateur, bien entendu, et une séance de photos. Et enfin, nous allons entonner l'hymne national pour boucler définitivement notre journée. Mais avant toute chose, nous vous prions, avec tout le respect possible, de vous lever et garder une minute de silence pour honorer la mémoire de nos vaillants héros, martyrs de l'intolérance politique, martyrs de l'alternance démocratique, qui sont morts sur le champ des batailles, nos chers activistes, parce que ils militaient pour un changement, pour un Congo digne et prospère. Merci de vous lever et garder une minute de silence. Veuillez vous rassurer. Merci. Chancelier, malgré vos multiples occupations, nous sommes lundi, une journée ouvrable, avec tous les embouteillages et toutes les difficultés que nous avons pour nous déplacer. Mais vous êtes venus. En tout cas, trouver ici l'expression de ma gratitude. Notre activité d'aujourd'hui marque le lancement officiel d'une série d'activités que nous allons mener sur le terrain. Il sera question pour nous juste de faire un état des lieux sur la situation sociopolitique de notre pays et de proposer des pistes de solutions pour les jours à venir. Je ne vais pas m'abuser de votre temps, nous avons déjà commencé en retard. Je pense que je déclare ouvert cette activité. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mouvement citoyen, les Congolais debout. La République démocratique du Congo subit de plein fouet les effets dévastateurs de son instabilité politico-socio-économique depuis la fin du règne du maréchal Mobutu jusqu'à présent. Malgré la tenue des élections démocratiques, libres et transparentes en 2006, 2011 et 2018, l'analyse symptomale et factuelle de ces champs politiques nous renvoie aujourd'hui à la gouvernementalité du ventre et de la violence prédatocratique. De ces faits, l'État en République démocratique du Congo, contrairement aux autres, devient une pesanteur au développement et producteur des inégalités. Nonobstant à la corruption, les détournements de suffrage et le pillage des ressources à ciel ouvert, plaçant le pays en dehors de toute orbite de développement. Ainsi, les élections de 2018, obtenues au prix de sacrifices énormes, s'inscrivent malheureusement dans la même optique. Malgré la prise de pouvoir par l'opposition politique, un tableau peu reluisant se dresse pendant les 4 années de ces régimes, c'est-à-dire de 2018 à 2022, qui constitue réellement un rendez-vous manqué dans l'imaginaire collectif des Congolais. Hélas, le paradoxe congolais, c'est celui d'un peuple qui possède des ressources naturelles incommensurables et qui est compté parmi les plus pauvres de la planète. Comme disait un vieux chef coutumier à la conférence nationale souveraine,
Je cite, « La crise congolaise fait penser à un clochard assis sur un sac de diamants, ne sachant pas quoi faire. » Sur ce, un État de lieux sérieux, mérite d'être fait sur tous les plans avant de projeter de nouvelles perspectives. Sur le plan sécuritaire, la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, notamment dans sa partie est, tarde à s'améliorer. Et c'est malgré l'état de siège décrété par le pouvoir en place dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Les attaques et les incursions rebelles s'intensifient avec la présence remarquable de groupes armés nationaux et étrangers qui ne cessent d'endeuiller notre population sous l'œil impuissant de la MONUSCO et du pouvoir en place. Sur le plan économique, dans le volet économique, la République démocratique du Congo connaît une flambée des prix sans précédent des produits de première nécessité due à un manque criant d'une politique générale en matière d'économie. Cette incapacité du gouvernement congolais à réguler et à maîtriser la situation économique du pays occasionne la baisse sensible du pouvoir d'achat des Congolais et les expose à une pauvreté criante. Sur le plan social, la situation sociale du pays est catastrophique à telle enseigne que la population congolaise vit dans une misère sans merci. C'est malgré le fameux slogan creux, le peuple d'abord, qui s'est transformé en le ventre des politiciens d'abord. Cette situation est consécutive aux nombreux cas de détournement des deniers publics, à un manque de planification, gaspillage remarqué des ressources de l'État, la gestion catastrophique du pays et la très mauvaise répartition de ressources. Sous le plan juridique, la justice élève une nation, dit-on. Si notre pays n'arrive pas à décoller, c'est notamment à cause de la faiblesse et de la politisation de son appareil judiciaire. L'état de droit, tant vanté par les régimes actuels depuis l'accession du président Félix à la magistrature suprême, reste encore hypothétique dans la mesure où la justice n'est toujours pas indépendante, mais elle a juste changé de dépendance. Les arrestations et les procès spectaculaires et publicitaires qui n'aboutissent à rien. Les présidents de la République qui accordent des grâces présidentielles, même aux personnes condamnées pour détournement des deniers publics, sans savoir que c'est une manière de primer l'immoralité et d'encourager la dilapidation et la gabégie en lieu et place de les décourager par des sanctions exemplaires afin de dissuader ceux qui restent. Une justice qui prive aux citoyens le droit de saisir et en interdisant aux greffiers d'enrôler la plainte contre les entreprises de télécommunications, je cite Vodacom, Orange, Airtel, Africell, pour exiger le remboursement des unités prélevées dans toute illégalité pendant près d'une année, contribuant ainsi à la paupérisation de cette population qui peine à nouer les deux bouts du mois. Les arrestations arbitraires et les condamnations injustes que nous avions déplorées autrefois ne font que continuer, car les 13 militants de la Lucha condamnés à 1 an de prison juste pour avoir exigé le retour de la paix à Beni. Ici, pour nous, l'occasion d'exiger leur libération sans condition. S'agissant des élections, étant donné que l'élection reste la seule et l'unique voie par laquelle le peuple
en sa qualité de souverain primaire, s'est choisi librement ses dirigeants pour que ces derniers assurent le bon fonctionnement des institutions du pays et en même temps répondent à ses desiderata. Le processus électoral doit inspirer confiance à toutes les parties prenantes, de manière à baliser le chemin des élections libres, crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Celle de 2018 étant truquée et tronquée. À la lire où vont les choses, les pays risquent de connaître la même situation que lors des cycles électoraux précédents. Les animateurs de la CENI, dont la désignation n'a pas fait l'objet des consensus entre parties prenantes, n'ont pas encore posé des actes susceptibles à rassurer les uns et les autres. Pour ce qui concerne la révision constitutionnelle, il est vrai que la révision constitutionnelle est constitutionnelle, voire l'article 218, mais cette révision doit répondre aux attentes de la population et non aux appétits politiques des politiciens verrés en mal de positionnement qui pensent que c'est la Constitution qui est la base de leur incompétence, alors que c'est leur manière de violer cette dernière qui les empêche de produire les résultats escomptés. Néanmoins, il sied de rappeler que la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme des partis politiques et syndicaux ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle, confère l'article 220. Le mouvement citoyen Les Congolais debout est préoccupé au plus haut niveau par cette situation. Il tire la sonnette d'alarme en lançant en ce jour la campagne contre toute tentative de changer et ou la révision des articles verrouillés, car il pense qu'à l'ère actuelle, c'est l'homme politique qu'il faut changer et non la Constitution. Chers copropriétaires, compatriotes de la République démocratique du Congo, nous vous invitons à vous joindre à nous pour qu'ensemble, nous luttions pour notre cause. Seule la lutte libère. Sans la lutte, les changements tant attendus ne viendra pas. L'ère n'est plus aux plaintes sans action, car, dit-on, une maladie ne se guérit point en prononçant les noms, matin, midi, soir, les noms des médicaments qu'il faut prendre, mais plutôt en les prenant. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le peuple congolais, que vive le mouvement citoyen Les Congolais debout, Congolais, Téléma, Ponabo Motonayo. Je vous remercie. Vous avez parlé du lancement officiel des activités, d'une série des activités, mais malheureusement, vous n'avez pas cité ces activités qui vont faire face à des tentatives dont vous parlez maintenant. Merci. Je ne peux pas faire la publicité de sociétés de planification. Les pères disposaient au moins 3 grammes, comme on l'a appelé comme un jour. Aujourd'hui, c'est moins de 3 grammes. Vous êtes là, mouvement dit Congolais debout. C'est les terrains, vous êtes vraiment absent. Je dis absent total par rapport à 2017 et 2018. Depuis l'arrivée du nouveau régime, c'est comme si vous êtes soutenez ces régimes parce que vous ne réagissez pas. Les pains de 3 grammes, aujourd'hui, je ne sais pas quel gramme. Pourquoi vous gardez silence? Chaque Ambalé, ma préoccupation est celle de savoir quels sont les mécanismes juridiques que les législateurs congolais ont préconisés pour que l'article 220 ne puisse pas être modifié.
Alors j'ai suivi religieusement la lecture venant d'être faite par le communicateur. Je voulais ici, avant de poser ma question, je crois il y a 2 semaines passées, je venais de prendre part à une plénière où il était question, genre parmi le point à l'ordre du jour, la modification, je crois, de la Constitution, quelque chose comme ça. Je n'ai pas fait le droit, quelqu'un m'aurait dit que je ne sais pas si c'est une stratégie pour peut-être aveugler pour les Congolais, qu'on ne va pas peut-être toucher à la Constitution parce qu'il y a le cas des sièges, je ne sais pas si c'est vrai. Alors, ma question est celle-ci. Je pense que la communication qu'on nous a lue, ça dit beaucoup de choses. La justice, le social, l'économie du pays qui est par terre. Je comprends que l'élément clé, ce sont les élections. Parce qu'à travers les élections, nous avons le changement, les nouvelles, je dirais, méthodes de faire les choses. Alors les élections de 2018, vraiment, ce sont des élections issues des nombreux sacrifices. Je voulais ici citer, de reste mémoire, mon vieux aussi Mukendi, que je connaissais depuis très longtemps, qui est parmi les gens en tout cas qui ont lutté pour que nous ayons ces élections. Mais malgré tout, nous en connaissons tous les réalités. Alors, je crois que les élections, c'est l'année prochaine, 2023 déjà. La CENI qui a été placée, pilotée aujourd'hui par M. Denis Kadima, et on savait tout ce qu'on disait au début, c'est une CENI politique. Alors, il y avait beaucoup d'activités qu'on devait peut-être faire, se lancer sur le terrain. Jusqu'à présent, je vois comme si toutes les voix se sont tues. Je ne sais pas, le mouvement, le Congolais debout, a quelle stratégie? Parce que les élections, c'est déjà, je crois, c'est demain. Et aujourd'hui, nous avons toutes les stratégies que le pouvoir en place est en train de faire pour renfler encore peut-être et récupérer encore un deuxième mandat. Déjà, ce deuxième mandat est douté parce que le peuple n'est pas servi comme à ses attentes, dont nous le savons tous. Je voulais savoir vraiment les stratégies, s'il faut les dire au pluriel, du mouvement les Congolais debout, pour que nous ayons de vraies élections démocratiques, transparentes, libres et apaisées. Dernière question. Par rapport à la question de la CENI, je pense que ce n'est pas un secret. Nous savons tous que la désignation des animateurs de la CENI n'avait pas fait, comment dire, ce n'était pas fait par consensus. Donc il y a eu des contestations et certains ont parlé même de la corruption et nous avons vu, donc c'était flou. Cette désignation ne reflétait pas vraiment la démocratie dans notre pays. Alors nous l'avons condamné et nous continuons à le condamner. Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes devant un fait. Ils sont là, ils sont en train de travailler. Nous avons dit dans notre déclaration, nous avons bien précisé que ces animateurs ne posent pas encore des actes qui peuvent rassurer les uns et les autres. Nous sommes en train de les observer parce que jusque-là, ils sont là. Malgré la manière dont ils étaient là, mais ils sont là. Pour avancer, nous devons aussi avoir de leur côté une façon de booster les choses de manière à mettre les uns et les autres d'accord. Parce que c'est un arbitre, quand l'arbitre commence un match, déjà il ne peut pas être soutenu que par une équipe. Il doit vraiment rassurer les deux équipes qu'il est le plus neutre que possible. Et c'est ce que nous avons, c'est ce que nous observons jusque-là. Donc pour cette question, nous pensons que nous restons toujours dans notre position, que ces animateurs ont été désignés en violation des textes, parce que ça n'avait même pas, il n'y avait pas consensus entre les confessions religieuses, et jusqu'à maintenant, cette équipe n'arrive pas à mettre les uns les autres d'accord. Même les membres de l'opposition qui sont là-bas, selon les partis politiques de l'opposition, ils ont été débauchés. Parce qu'eux, ils sont partis là non par leur bénédiction. Vous voyez? Donc nous pensons que nous sommes là en train de tirer la sonnette d'alarme pour dire que nous devons faire très attention et nous sommes là en train de vérifier, d'observer ce que cette équipe de la CENI va faire. Si, avec l'État, elles vont poser des actes, elle va poser des actes, cette équipe, pour rassurer toutes les parties prenantes. Alors, concernant la question sur les sociales, les pains, il y avait mesuré 3 grammes, aujourd'hui c'est moins de 3 grammes. Donc, vous savez, donc tout ça, ce sont des conséquences. Alors nous, on s'est dit, oui, on va s'attaquer à des conséquences, oui. Mais pour être beaucoup plus efficace, il faut s'attaquer aux causes. Vous voyez? Les causes, c'est quoi? Les causes, c'est ce qui se passe dans notre pays. La mégestion,
la dilapidation, la légèreté dans la gestion du pays. C'est tout ce qui occasionne maintenant ce que nous subissons aujourd'hui. Alors si nous nous attaquons aux conséquences, ce qui est vrai, et ce qui n'est pas mauvais aussi, mais le mieux à faire, moi je pense que pour être beaucoup plus efficace, il faut s'attaquer à des causes. Parce qu'on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si nous attaquons, si nous avons des dirigeants qui savent bien ordonner les choses, les dirigeants qui ont la vision pour notre pays, je pense que ces petites choses ici, nous n'allons pas les déplorer. Ça ira de soi. Alors concernant nos stratégies, si aujourd'hui l'Assemblée nationale accepte d'aligner, de modifier la Constitution dans ce sens, c'est-à-dire on quitte de 5 ans à 7 ans. Nous venons de rappeler ici les articles verrouillés de la Constitution. On dit le mandat du président de la République est de 5 ans, une fois renouvelable. Là, c'est dans l'article 70. Et si vous allez à l'article 220, c'est parmi les dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas faire l'objet de révisions. Donc, c'est-à-dire, si l'Assemblée nationale accepte de modifier la Constitution dans ce sens, c'est une violation. Donc, ces dispositions verrouillées ne peuvent être modifiées que s'il y a le référendum. Alors, imaginez dans notre contexte, déjà on n'a pas assez de moyens pour organiser les élections, on va organiser les référendums, après les référendums on organise encore les élections. C'est déjà compliqué. Donc, nous ce que nous voulons faire, c'est de mobiliser la population. Voilà, j'entre directement à la question de savoir nos stratégies. Nous, nos stratégies, c'est de descendre sur le terrain. C'est ce que nous faisons. La campagne porte par porte, mobilisation. Nous rappelons à la population, nous la mettons la population devant ses responsabilités pour lui dire que non, écoutez, c'est toi qui dois jouer un rôle majeur, voilà ce que l'article 220 dit et voilà ce que toi tu dois faire. Voilà, parce que nous savons notre population, des fois, la grande majorité n'a pas l'accès à nos textes. Alors nous avons, parmi nos stratégies, nous allons traduire cette disposition constitutionnelle à toutes les 4 langues nationales. Et nous serons sur le terrain dès ce samedi pour que nous commencions cette campagne. Et cette campagne est lancée ici, au niveau national, mais c'est dans toutes les provinces où nous nous retrouvons. Parce que le Congolais debout, c'est dans plus de 12 provinces aujourd'hui. Donc nous lançons aujourd'hui d'une manière officielle, mais ici, il n'y a pas la population. Ici, notre interlocuteur n'y est pas. Nous allons descendre sur le terrain pour la rencontrer, cette population, pour lui dire ce qu'il ignore. Et là, nous commençons d'abord par le rencontrer, la responsabiliser. Et c'est aussi un message fort que nous lançons aux institutions de la République. Nous leur disons qu'attention, la population est maintenant au courant de tout ce que vous faites. Elle est maintenant au courant des textes que vous avez écrits en français et qu'elle ne comprenait pas, mais aujourd'hui nous les avons traduits à des langues qui lui semblent faciles à comprendre, et du coup, il est maintenant responsable de ses actes et elle a compris, elle va agir en tant que telle. Donc nous n'allons pas d'abord nous adresser aux autorités, aux institutions, mais nous commençons d'abord par les souverains primaires, qui est la population. C'est la population d'abord qui doit comprendre ses droits et il doit savoir que non, il n'y a que elle et elle seule qui doit les défendre. Et qui est derrière quoi? Qui va financer tout ça? Non, pour faire une campagne de sensibilisation, on ne demande pas des millions. Ça ne demande pas des millions. On va les faire avec les moyens des bords. Ne vous en faites pas, nous les faisons déjà. S'il y a des images, on peut nous balancer ce que nous avons fait à Maluku. Ça, c'était parce que l'année 2020, on avait lancé la campagne contre le tribalisme. On a fait des porte-à-porte. Je pense qu'après cette activité, nous allons encore revenir avec ça parce que nous voyons que le tribalisme monte encore en puissance dans notre pays. Alors, je pense que pour les dispositions pratiques de comment ça va se passer, surtout à Kinshasa, nous avons le coordonnateur provincial qui est ici, qui lui aussi va peut-être parler des dispositions pratiques. Et je pense avoir brossé toutes les questions. Non, il reste la question du MECHAC, les mécanismes juridiques préconisés par les législateurs pour, je peux me rappeler, les législateurs congolais pour que l'article 220 ne soit pas révisé. Bon, déjà, on dit l'article, je crois, 64 de la Constitution donne le pouvoir à la population de barrer la route à tout individu
ou un groupe d'individus qui prend le pouvoir par force ou l'exerce à violation de la Constitution. Donc là, maintenant, nous serons dans ces cas-là. L'article 64. Donc, c'est-à-dire, on veut violer la Constitution, alors que l'article 64 recommande à tout Congolais de barrer la route à tous ces gens-là qui veulent, violer la Constitution. Donc, c'est-à-dire, en sensibilisant le peuple, en la mettant devant ses responsabilités. Je pense que je serai complété par... Oui, les Congolais debout ne sont presque plus sur terrain, pratiquement 2017. Vous avez dit 17, 18. Alors, ici, nous devons rappeler que l'année 2017, nous étions en train de nous préparer pour les élections. Nous étions ce qu'on dit vraiment au four et au moulin. Il y a ces dons qui ont donné leur vie. Je peux citer ici M. Rossi Kapangala, M. Rossi Chimangave, m'excusez, Thérèse Kapangala, Godefroy Namouissi, Hervé Benakalala. Nous sommes arrivés en 2018. Alors, l'année 2018, c'était une année qui a été sanctionnée avec les élections. Nous avons vu ce qu'on appelle l'alternance. Nous avons vu un nouveau régime, un nouveau vent. Avec ce nouveau vent, nous avons vu un nouveau papa, un nouveau parent. Mais tout du coup, comme ça, on ne peut pas commencer à l'attaquer, on ne peut pas commencer à lui taquiner. On doit attendre qu'est-ce que papa fait de nous. Alors maintenant, aujourd'hui, comme on dit, les temps est la meilleure des réalités, les temps est la meilleure des réponses. Nous sommes maintenant en 2022. Nous avons compris. Je pense que même vous, les journalistes, vous avez les réponses que nous, parfois, on manque. Alors c'est maintenant le temps pour nous de nous mobiliser. C'est maintenant le temps pour nous de prendre responsabilité. Nous ne sommes qu'un petit groupe, mais nous sommes en train de cliquer, nous sommes en train de sonner. Ce qu'on a appelé ici une sonnette. C'est-à-dire que c'est pour nous le temps de dire oui ou non. 2023, je pense que c'est pour quelques mois ici. Si nous acceptons, nous allons avaler ce que nous avons accepté. Donc, pour parler de l'année 2017-2018, si nous étions beaucoup plus sur le terrain, parce que nous étions en train de réclamer notre droit, ou nos droits, parce que ce sont nos droits le plus naturels. Alors, je peux encore parler sur les points de notre camarade Bovik Kachita. Notre camarade nous a posé la question sur les stratégies. Je pense qu'il y a eu des intervenants qui ont aussi posé cette même question. Voilà, s'il faut parler des stratégies, les cordons vient vraiment d'en parler ici. Les Congolais debout, nous sommes un mouvement citoyen. Nous nous conjuguons sur des valeurs. Il y a eu des questions qui ont été aussi soulevées ici sur le point social, sur le point économique. Nous sommes aussi sur les valeurs. Ici, lorsque nous parlons de stratégie, cette première stratégie, et d'abord la première personne ou les premières personnes, nous sommes ici. En rentrant à la maison, il y a un penseur qui a dit, pour cacher la vérité à l'homme noir, veuillez m'excuser, mettez ça aux écrits. Cette constitution a du mal. Beaucoup de Congolais battent en Yangote. Il y a même ceux-là qui pensent que la constitution c'est une grande maison, c'est une institution, c'est un petit livre. Un petit livre qui garde les réalités de tout un État. Alors, en rentrant à la maison, moi je vous demande et je vous supplie, la première des stratégies est celle-ci. En rentrant à la maison, essayez de parler à votre enfant, à votre frère, à votre fils. Dans l'article 220, dans l'article 64. Parce qu'ici, on doit maintenant faire échec à tous celui qui veut prendre le pouvoir de manière non constitutionnelle. C'était l'une des questions qui a été passée ici. La première des stratégies, elle est celle-là. Les restes des stratégies, le coordonnateur national a à les balancer ici. Et je pense que les communicateurs peuvent nous faire la suite ici. Il en a, bien sûr. Voilà. C'est par notre frère qui a parlé de quelles sont les stratégies que les législateurs ont prises pour ne pas... Déjà, quand on parle de la Constitution, on dit que c'est la loi mère, c'est la loi fondamentale. Toutes les autres lois prennent leur source sur la Constitution. Lorsque la Constitution elle-même interdit, bon, je ne sais pas qu'est-ce que les législateurs vont encore faire pour... Donc je crois que la Constitution elle-même interdit qu'on puisse la violer. Parce que la Constitution, c'est la loi mère. Le silence du mouvement citoyen Les Congolais debout, d'ailleurs le coordinateur provincial l'a bien souligné. En 2017-2018, il faut voir les circonstances dans lesquelles nous étions.
il fallait, on ne dirait que sur un changement. On croyait que les changements viendraient du changement d'homme. Mais or, il fallait changer les systèmes. Mais quand même, c'est lui qui est arrivé. Comme il était avec nous, il combattait avec nous, on a cru qu'il allait apporter du sang neuf. Il fallait observer. Parce qu'il ne faut pas seulement juger quelqu'un sur base des préjugés. Il fallait le voir d'abord en action et essayer d'analyser son programme, la faisabilité de son programme et lui accorder aussi un certain nombre de crédits. Mais le temps nous a vite rattrapés pour montrer l'incapacité du pouvoir en place. Et nous ne pouvons pas rester, nous ne pouvons pas mettre nos bouches dans nos poches. Nous avons constaté, 3 ans après, nous nous sommes dit que rien ne va et la situation continue à s'empirer. Et comme les mouvements citoyens, les Congolais debout, sentent l'odeur du peuple, nous sentons l'odeur du peuple, c'est-à-dire nous sommes dans la population, nous disons non, il faudrait que nous puissions nous lever. Les stratégies, nous sommes beaucoup plus un mouvement d'éveil et du rappel au peuple congolais de son rôle. Parce que le Congo ne manque pas de politiciens, nous en avons plusieurs. Mais le Congo manque plutôt des citoyens qui savent jouer pleinement leur rôle. Et des citoyens rigoureux. Parce que lorsque vous élisez quelqu'un sur base de principes rigoureux, lui-même aura peur de vous. Mais lorsque vous-même vous ne connaissez pas votre rôle, vous ne connaissez pas le rôle, l'importance de votre voix, je crois que vous pouvez tout faire, rien ne changera. Le Congo ne changera que lorsque le Congolais, lorsque les citoyens se prendra en charge et se mettra à jouer pleinement son rôle. Et pour y arriver, il faudrait passer par la sensibilisation, il faudrait passer par la mobilisation. Il faudrait aller vers cette population-là, qui croit que l'État c'est comme un mythe. Et descendre, faire comprendre à cette population-là c'est quoi l'État. Et aujourd'hui, nous avons une définition claire de l'État. Nous avons une définition claire et simple du pays. Parce que le pays, c'est une entreprise commune à tout Congolais, dans laquelle chaque Congolais est actionnaire et a une seule voix. Mais comme nous sommes plus de 80 millions, nous ne pouvons pas tous gérer cette entreprise. Nous avons donné mandat à quelqu'un de nos copropriétaires à prendre la destinée de ces pays. Et en retour, en tant que copropriétaire, en tant qu'actionnaire de ces pays, nous avons droit aux dividendes. Quels sont ces dividendes? Nous avons besoin nous avons droit aux routes, aux écoles, aux hôpitaux et aux salaires décents quand nous travaillons, l'électricité, l'eau. Et si nous comprenons que nous sommes copropriétaires de ces pays, que nous sommes co-actionnaires de ces pays, comme d'ailleurs le président Félix Antoine Tshilombo, nous pouvons à n'importe quel moment nous référer à la Constitution et aller à l'article 27, rédiger des pétitions pour retirer confiance. Parce que c'est un mandat que nous leur avons donné. Aujourd'hui, le peuple congolais croit que lorsque vous élisez un député, il doit rester député toutes les 5 années. Non, c'est un contrat. C'est un contrat qu'on peut retirer. Donc, pour conclure, je crois que la meilleure des choses à faire, même chers amis d'autres mouvements, la meilleure des choses à faire, c'est de conscientiser la population. Parce que le salut ne viendra que par la prise de conscience de la population. Merci. Très de qualité ici respectés, chers camarades activistes et chers membres du mouvement Le Congolais debout, c'est un honneur pour moi de vous dire encore une fois de plus, merci d'avoir rehaussé de votre présence. Ce n'était pas facile, nous l'avons fait, surtout qu'avec une journée ouvrable, en tout cas, il fallait le faire. Merci beaucoup, je remercie tous les invités, je remercie les représentants des mouvements citoyens, je vois les décideurs, je remercie les leaders d'autres mouvements citoyens, M.
Olivier Niengele, M. Prince Kalala, et je remercie encore une fois de plus tous les Congolais debout ici présents. Vous avez compris, l'idée ici est de sensibiliser les peuples. L'idée est de faire de la population congolaise quelqu'un qui est au centre de son bonheur. Alors nous n'allons pas le faire seul, nous devons le faire ensemble. Alors joignez-vous à nous. Si comme nous, vous pensez que ce n'est pas la constitution qu'on doit changer, mais c'est plutôt les acteurs politiques qu'on doit changer. Si comme nous, vous pensez qu'on ne peut pas, à l'heure actuelle, ce ne sont surtout pas les articles verrouilleux qu'on doit réviser, mais on doit réviser la classe politique congolaise. Alors joignez-vous à nous et nous allons continuer ce combat jusqu'à ce que nous allons atteindre l'objectif final. L'objectif final, c'est le bien-être des Congolais. J'ai dit et je vous remercie. Debout Congolais, 1, 2. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons les plus belles élans. Dans la paix au peuple ardent, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Dans la paix, citoyens, entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Saluez l'âme et main d'or de notre souveraineté. Congo. Esaïe, verrons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Passons à la séance photo comme je l'ai annoncé tantôt. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était pour nous une question de brosser d'abord la situation sociopolitique de notre pays. Nous avons fait un état des lieux de ce qui se passe dans notre pays depuis les élections de 2018 jusqu'à maintenant. Et nous avons peint un tableau très sombre. Et sur ce, nous avons aussi profité de l'occasion pour lancer la campagne contre la révision des articles verrouillés de la Constitution, notamment l'article 220. C'est-à-dire nous sommes contre toute tentative de réviser la durée ou le nombre de mandats du chef de l'État, tel que préconisé par certains politiciens verrés à mal de positionnement, qui veulent justifier leurs compétences qui pensent que c'est la Constitution qui est à la base de leurs compétences, alors que ce sont eux qui devraient travailler pour donner les bons résultats, c'est-à-dire pour donner les résultats escomptés. Malheureusement, cela n'a pas été le cas, mais ils pensent que c'est à cause de la Constitution. Or, nous pensons que ce n'est pas à cause de la Constitution, mais c'est à cause de leurs compétences. Voilà pourquoi nous disons à l'heure actuelle, ce n'est pas la Constitution qu'il faut changer, mais c'est l'homme politique congolais qu'il faut changer. Alors nous avons lancé une série d'activités qui va déjà commencer d'ici ce samedi et jusqu'à après un mois nous viendrons encore pour lancer une autre activité. Pourquoi votre position intervient en retard alors qu'il y a de cela presque 4 ans que le régime a passé? Non, mais on était là-bas en train d'observer. Vous avez dit 4 ans, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord voir la vision du chef de l'État, qu'est-ce qu'il va faire de notre pays. Et après, nous avons vu qu'après 4 ans, il reste une année, il n'y a pas de changement. Voilà pourquoi nous tirons une sonnette d'alarme. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour mieux faire. Mais on ne devait pas aussi être trop rigoureux envers lui, on devait lui laisser le temps aussi de voir, on devait l'observer. On l'a observé et on a compris que rien ne marche. Et on pense que nous avons un problème de vision dans ce pays. Quelles sont les actions que vous comptez mener pour concrétiser votre rêve? Bon, la première des choses, c'est la sensibilisation. Nous allons sensibiliser les souverains primaires, qui est la population. Donc nous serons sur terrain, nos campagnes, nous les menons sur terrain.
nous sommes face à la population, nous parlons et d'ailleurs nous allons traduire en 4 langues nationales la Constitution pour que ça nous facilite la tâche devant la population qui, la majorité ne sait pas lire, surtout ne comprend pas la langue française. Vous voyez, donc nous serons vraiment, même dans les Congo profonds, nous allons affronter les Congolais lambda, ceux qui ne connaissent pas c'est quoi une constitution, ceux qui ne savent pas leurs responsabilités. Nous allons les former, nous allons les responsabiliser et à ce moment-là, nous serons fiers lorsque tout citoyen va prendre conscience de ce qu'il représente dans ce pays.